Bonjour. Aujourd'hui, c'est le français qui va vous parler. En effet, si nous nous connaissons, c'est grâce à cette langue. Vous êtes venu à l'association pour parler français ou pour écrire en français. Et vous avez donc appris le français depuis un certain temps. Pour un certain nombre d'entre vous aussi, vous avez choisi de faire des études supérieures dans cette langue. Vous avez donc développé avec le français une relation particulière. Je vais vous lire le texte d'écrivains contemporains d'origine étrangère qui, eux aussi, parlent de leur relation au français, ou bien encore de ce que représente pour eux la francophonie, ou enfin de la raison pour laquelle ils ont choisi d'écrire en français. Commençons par Fawzia Zawi. Elle est née en 1955 en Tunisie. Elle est la fille d'un cheikh, un chef religieux, et elle est la première fille de sa famille à faire des études supérieures, d'abord à Tunis, puis à la Sorbonne, où elle soutient une thèse en littérature comparée. Elle a travaillé à l'Institut du monde arabe, elle est journaliste, et elle a publié plusieurs romans, dont Le corps de ma mère a reçu en 2016 le prix des 5 continents de la francophonie. La langue française m'a permis d'abord de transgresser la tradition en côtoyant des étrangers. À l'indépendance de la Tunisie, époque où je suis née, la moitié de nos instituteurs étaient français. Elle m'a confrontée à la tentation d'une autre culture, voire d'un autre monde. Elle m'a converti enfin à un autre rythme. L'arabe est une langue qui a sa musique. Et d'un seul coup, une autre musique entrait dans ma tête, un autre tempo. Mon apprentissage de l'arabe était musical. J'écoutais des contes qui se modulaient comme des partitions. Et le Coran est un texte qui vous marque avant tout par le rythme. Or, voilà qu'un autre rythme s'imposait à moi. On n'imagine pas ce qu'apprendre une langue comme le français induit pour une adolescente comme moi. J'étais sur mes gardes. Je craignais que cette langue me trahisse à tout instant, qu'elle ne traduise pas exactement mes pensées et mes sentiments. Une peur qui m'a accompagnée pendant des années et a plané sur mes premiers livres. Il a fallu longtemps pour que la confiance soit établie, pour qu'un chant remplace l'autre ou devienne aussi naturel et légitime. Peu à peu, je me suis rendu compte que je n'avais rien à craindre ni à éviter, parce que j'ai compris que ma rencontre avec la langue française était inévitable et comme programmée, qu'elle forgerait à jamais mon destin. Tel que je l'ai appris et pratiqué, le français dépasse les identités. Il ne s'agit pas de tomber dans le panneau d'un faux culturalisme, d'oublier que la langue française véhicule aussi des idéologies. Mais toutes les langues véhiculent des idéologies. Il s'agit pour l'écrivain d'en faire le territoire de son corps et de sa pensée. Passons maintenant à Ritipan. Lui est né en 1964 à Phnom Penh, au Cambodge. En 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir et vont y rester pendant 4 années. Durant la terreur de Pol Pot, il perd ses parents et une grande partie de sa famille. Rescapé, il arrive en France où il entreprend des études et il sera diplômé de l'IDEC en 1988. En tant qu'écrivain, scénariste, réalisateur, il consacre tout son travail au traumatisme et au travail de mémoire suite aux horreurs commises par les Khmers rouges. Le français, c'est ma langue refuge. Je l'entendais parler à la maison avant l'arrivée des Khmers rouges. Mon père, haut fonctionnaire, s'exprimait en français. Mes aînés avaient été scolarisés en français. Ma génération était la première à être scolarisée en cambodgien. Le cambodgien que je parlais durant le régime des Khmers rouges n'était pas la vraie langue khmer. C'était une novlangue, la langue de Langkar, le parti communiste khmer rouge, qui dirigea le pays et le mena à sa perte. J'étais prisonnier d'une langue instrumentalisée, militarisée, criminelle. Le résultat,
le passage de l'une à l'autre a tardé. Je suis restée quelques années sans langue, mutique, incapable de m'exprimer à l'oral. J'arrivais à lire. Je traduisais des textes mot à mot. Pagnol, Prévert, Camus. Je traduisais pour comprendre, comme pour m'extirper de cette prison qu'était la novlangue mer Rouge. Ceux qui m'ont amené patiemment à franchir cette frontière sont deux formidables professeurs. L'un m'enseignait les arts, l'autre la langue française. Il m'a fallu du temps pour m'approprier celle-ci, ou plutôt pour que ces mots, sa grammaire, ses phrases, ses expressions, si éloignées du vocabulaire dictatorial et simpliste de Lancard, finissent par m'adopter, par entrer en moi. Vous n'imaginez pas les heures que j'ai passées à étudier pour comprendre sa structure, apprivoiser sa grammaire. J'ai aussi beaucoup appris par les chansons, Brassens, Brel, Ferré, Ferrat. Je mémorisais leurs refrains et progressivement le français a supplanté le cambodgien. La langue française est très précise. Chaque action est désignée par un verbe spécifique, ce qui n'est pas le cas en khmer. Le français est une architecture solide et structurée. Le français m'a permis de dissiper les brouillards de ma mémoire. Le français nous aide à transmettre la culture cambodgienne. C'est une autre de ses qualités. Ce n'est pas une langue barrière, c'est une langue généreuse et ouverte sur les autres modes de pensée. Elle est empreinte d'humanisme, permet de mieux définir certains concepts et de renforcer la réflexion. Un écrivain d'une autre génération, c'est Gao Xinjiang, qui est né en 1940 à Guangzhou, en Chine. Il est écrivain et artiste peintre. Après avoir quitté la Chine, il s'installe en France, il est naturalisé en 1998 et sa création est revendiquée comme étant essentiellement libre et à ce titre, il se définit comme en marge, au-delà de toute identité nationale. Son œuvre littéraire a été couronnée par le prix Nobel de littérature en 2000. J'écris aussi en deux langues. Ma première commande en langue française m'a été passée par le ministère de la Culture pour une pièce de théâtre. C'était au début des années 1990. À cette époque, j'avais déjà quitté la Chine, où tous mes livres étaient censurés. J'ai pensé, pourquoi écrire en chinois quand on vit en Occident ? Cela m'intéressait de me lancer dans cette aventure, d'écrire dans une autre langue qui n'était pas ma langue maternelle. C'était très difficile. Je dois vous avouer que pour écrire une première phrase, c'était une longue phrase en français, bien structurée, et aussi musicalement. Il faut bien jouer avec la musicalité. C'était à la française. J'ai mis 3 jours et 3 nuits pour écrire cette longue phrase. Car si on écrit en français, il faut une belle écriture en français. Mais ce n'est pas ma langue maternelle. Et donc, avec plusieurs dictionnaires à mes côtés, il fallait réécrire, reconstruire en permanence. C'était une aventure. Mais une fois qu'on y est entré, on y va, sans passer par la traduction mentale. Dès le début, les phrases, les idées viennent directement en français. C'est pourquoi, si j'écris en français, je pense en français. Si j'écris en chinois, je pense en chinois, sans passer par l'interprétation ou par la traduction. Et parce que les deux langues sont tellement éloignées l'une de l'autre, le chinois est très souple, il n'y a même pas de conjugaison, pas de mode, ni de temps. Un caractère chinois peut être à la fois un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe, tout est possible. Cela dépend de la structure, de comment on dispose l'ordre des éléments de la phrase, alors qu'en français, tout est très logique, très rationnel, mais aussi très structuré. Changeons de continent et rejoignons Simon Djamil, qui est camerounais, et il est né en 1962. C'est un écrivain, il a écrit des romans et des biographies aussi, mais c'est aussi un spécialiste de l'art africain, de la photographie notamment,
Et à ce titre, il est commissaire d'expositions internationales qui sont présentées aussi bien en Afrique qu'en Europe. Mais une langue, c'est d'abord une fraternité. Je me souviens, gamin, d'un voyage en Irlande. Nous parlions en français et soudain, devant nous, des gens se sont retournés pour échanger, comme s'ils avaient trouvé, au seul son de notre voix, par la seule magie des mots que nous avions prononcés, une oasis au milieu du désert. La francophonie que j'aime, c'est cette fraternité-là. Ces gens nous ont ensuite invités à boire des verres, comme le feraient des anciens d'une même école, qui, grâce à leur expérience passée sur les bancs du collège ou de l'université, ne se perdent vraiment jamais de vue. J'insiste sur ces moments de partage simples, car ils sont les matrices de la francophonie. Voltaire disait que la langue française, c'est la révolution et les droits de l'homme. Oui, ce jugement est vrai, mais c'est beaucoup d'autres choses, de petites choses qui vivent en nous. Je plaide pour le français des petits riens. Il est ce qui nous lie et ce qui nous relie. Le français n'est pas un moule qui nous transforme en locuteurs sans capacité individuelle de jugement ou d'opinion. Le français, au contraire, nous rend libres. Tous les auteurs de la négritude se sont exprimés en français. Ils possédaient un français d'un classicisme sans égal et faisaient de leur maîtrise de la langue une arme décisive. Cette langue était leur champ de bataille. Toutes les révolutions intellectuelles des années 1950 se sont faites en français. On n'est pas prisonnier d'une langue, c'est un mythe. On va terminer avec Nancy Houston, qui elle est née en 1953 à Calgary, en Alberta, c'est une province du Canada. Et après avoir vécu en Allemagne, elle fait des études aux États-Unis, en Angleterre. Elle arrive à Paris en 1973, où elle s'inscrit à l'EHESS. Militante des droits des femmes, elle écrit d'abord en français et maintenant dans les deux langues, alternativement en français et en anglais. À l'âge de 6 ans, j'ai suivi mon père en Allemagne. Mes parents venaient de divorcer et je me suis accrochée à l'allemand comme une bouée de sauvetage. Je le parlais couramment. Après, en Nouvelle-Angleterre, grâce à un professeur, une Alsacienne, je me suis découvert une passion pour le français. Cela m'a tenu en éveil dans les moments difficiles. Je grimpais en haut des arbres pour le déclamer. C'est en français aussi, à Paris, que j'ai osé mes premiers pas dans l'écriture. J'éprouvais un sentiment d'impunité. Mes parents ne pourraient pas me lire. Ce n'est qu'à partir du moment où plus rien n'allait de soi, ni le vocabulaire, ni la syntasme, ni surtout le style, à partir du moment où était aboli le faux naturel de la langue maternelle, que j'ai trouvé des choses à dire. Ma venue à l'écriture est intrinsèquement liée à la langue française. Non pas que je la trouve plus belle ni plus expressive que la langue anglaise, mais étrangère. Elle est suffisamment étrange pour stimuler ma curiosité. Eh bien voilà, vous vous êtes peut-être reconnu dans certaines de ces déclarations et peut-être que ça vous aura donné envie d'écrire vous aussi sur votre propre relation au français. En tous les cas, je vous y encourage. Et si vous le faites, eh bien, sachez qu'on sera très heureux à l'association de lire vos textes. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.